Le changement climatique a beau être une certitude, les réponses à lui apporter sont soumises à l'opinion et à l'adhésion de cette opinion. Tous ne se renseignent pas de la même façon sur le phénomène climatique, surtout certains luttent activement pour désinformer. Entre désinformation et biais cognitifs, le défi de l'information sur le climat. Pour en parler, nous sommes en duplex avec David Chavalarias, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicien, directeur de recherche au CNRS et au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'EHESS, directeur à l'Institut des systèmes complexes. On vous doit notamment Toxic Data, comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions, aux éditions Flammarion. Laurent Cordonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences sociales, directeur de la recherche de la Fondation Descartes, chercheur associé au GEMAS, et vous venez de publier une étude intitulée Information et engagement climatique de la Fondation Descartes. Et puisque nous parlons d'information, eh bien, une information, une étude de Cota Climat et Data for Good montre qu'il y a aujourd'hui eu plus de 20 fois plus d'informations relatives à la Coupe du Monde que sur la COP15 dans les médias. Votre réaction, Laurent Cordonnier ? Pas du tout surpris. À la Fondation Descartes, nous avions nous-mêmes mené une étude sur la couverture du dernier rapport du GIEC. Et figurez-vous qu'il sortait le jour où Lionel Messi arrivait à Paris pour rejoindre le PSG. Et ce qu'on avait mesuré, c'est que pendant cette période-là, Messi avait fait l'objet de 6 fois plus d'articles que le GIEC. Le jour en question. Donc le fait qu'un événement national ou international de sport passe avant le climat n'est pas tellement surprenant. Mais par contre, ce qui est intéressant et ce qu'il faut souligner, à mon avis, c'est que dans la dernière étude que nous publions à la Fondation Descartes, on observe que la majorité des Français considèrent que les médias ne parlent pas assez du climat, ou la majorité relative plutôt, puisque 42% d'entre eux disent que les médias ne couvrent pas assez les questions climatiques, et 28% qu'ils le font ce qu'il faut ni plus ni moins. Au contraire, on ne trouve que 18% à trouver que le climat est trop abordé par les médias. Et ces chiffres sont d'autant plus impressionnants que nous les avons obtenus au cœur de l'été, alors que la question climatique était vraiment à la tête de l'actualité, puisqu'on était en pleine période de sécheresse et de canicule. Ce qui veut dire que finalement, même dans une situation où on pourrait imaginer que le public est avide d'informations, il reste encore une tranche de la population qui, elle, estime qu'on en parle trop du climat. Oui, absolument. Alors, en effet, c'est des gens plutôt plus âgés que le reste de la population, plutôt situés à droite politiquement ou à l'extrême droite, qui font peu confiance aux médias de façon générale. Mais je pense que c'est plutôt l'inverse qu'il faut souligner, c'est que la majorité de la population, quand bien même le sujet est très traité sur un moment donné, est demandeuse de plus d'informations sur la question. Votre point de vue, David Chavalarias ? Écoutez, moi je pense qu'effectivement ça montre que les Français sont très intéressés par le climat, puisqu'il n'y a aucun sujet, quel qu'il soit, qui soit vraiment consensuel, et qu'il y ait 80% qui s'intéressent au climat et 40% qui affirment consulter l'information hebdomadairement, c'est un chiffre très important. Donc il y a au moins une raison de se réjouir. La COP15 pourrait aboutir à un accord, mais cet accord semble aujourd'hui assez timide. Là aussi, on a une difficulté à comprendre, Laurent Cordonnier, le décalage qu'il y a entre la sensation que cette affaire est grave, qu'elle mériterait un consensus, et la situation à laquelle on assiste de ce point de vue-là, où finalement on se rend compte que ce consensus, il est loin d'être aujourd'hui une réalité. Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, en France, ce qu'on observe au sein de la population, c'est que la très grande majorité de la population est vraiment convaincue de l'existence du dérèglement climatique et qu'elle est aussi convaincue du fait que la cause de ce changement climatique est humaine. Il faut quand même souligner qu'il y a un certain doute qui subsiste en France, on ne le dit pas assez souvent, mais par exemple, dans notre étude, on voit que 40% des Français disent que le changement climatique n'existe que probablement. On est bien en dessous du consensus scientifique sur cette question. De la même façon, on a un tiers de la population en France qui continue à penser que les facteurs naturels jouent un rôle aussi important que les facteurs humains dans le dérèglement climatique, alors qu'on a 55% de la population qui pense qu'ils sont strictement humains, conformément à ce que nous dit la science sur la question. Donc il subsiste un doute sur les causes, les conséquences et l'origine du dérèglement climatique. Pour ce qui est de la difficulté à agir, ce
qu'il faut réaliser, c'est qu'en effet, on est face à des questions, à des problématiques de dérèglement climatique, de perte de biodiversité qui sont extrêmement complexes et multifactorielles. Elles sont donc difficiles à appréhender d'un point de vue cognitif pour les individus. On sait qu'on est difficile, on n'est pas très bien armé pour gérer des causes complexes sur un phénomène qui lui-même est complexe. De plus, les conséquences du dérèglement climatique ou de la perte de biodiversité peuvent nous paraître lointaines, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Et d'ailleurs, c'est peut-être une erreur de la part du GIEC de parler d'échéances à 50 ans ou à 30 ans, etc. On sait très bien que les dangers qui nous paraissent lointains échappent à nos capacités de traitement et de vigilance cognitive aussi. Et finalement, on peut aussi toujours avoir au niveau individuel l'impression que c'est aux autres de faire quelque chose. On est dans une situation assez classique de ce qu'on appelle de situation de passager clandestin. Si moi je fais rien pour le climat, mais que les autres agissent en faveur du climat, je vais bénéficier des actions des autres sans avoir rien donné. Et évidemment, si tout le monde se fait cette réflexion, on se retrouve dans une situation où personne n'a envie ou n'a intérêt à agir. David Chavalarias, qu'en pensez-vous ? Je trouve que l'analyse est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle la tragédie des communs, où c'est très difficile d'obliger ou d'inciter les gens à faire quelque chose, alors que les résultats seront très lointains et que l'action individuelle strictement peut sembler avoir peu de poids. Mais ce qu'il faut dire aussi, surtout, c'est que les 20% peut-être qui ne croient pas ou qui ont du doute sur le changement climatique, ou la part, les 40%, je sais plus le chiffre exact. Enfin, en tout cas, ça reste une minorité. Vous insistiez là-dessus, oui, David Chavalarias. C'est une minorité, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il y a en ligne, sur les réseaux sociaux qu'on étudie au CNRS, on voit qu'il y a une activité pour entretenir ce doute. Et donc là, il y a des intérêts qui sont cachés, certainement, qui ne sont pas strictement liés à la croyance ou non dans le réchauffement climatique. Et on voit tout à fait des groupes qui agissent en ligne pour entretenir ce doute sur la pertinence des actions contre le climat, contre le réchauffement. Comment ça se traduit, Laurent Cordonnier, ce doute? Donc c'est une minorité active, si on comprend bien, une minorité active qui insinue ce doute et l'alimente, considère donc qu'il est de son devoir, vous allez nous expliquer pourquoi, de continuer à douter de la réalité du réchauffement climatique ou alors de la réalité donc des causalités humaines dans ce réchauffement climatique. Qui sont ces gens? Pourquoi agissent-ils de la sorte? Ce qu'il faut déjà souligner, c'est que le discours ou les propos climato-sceptiques ont en effet très largement disparu des médias généralistes en France. Ça n'a pas toujours été le cas, jusqu'à relativement récemment, on trouvait encore des climato-sceptiques qui parvenaient à se frayer un chemin des colonnes des grands quotidiens pour y faire une tribune, etc. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup Vraiment plus ça, rare. parce que c'est difficile aujourd'hui, par exemple, Laurent Cordonnier, de citer un nom dans le climato-scepticisme. On ne va pas en citer pour ne pas leur faire spécialement de pub, mais il existe des associations climato-sceptiques en France, etc. Elles n'ont pas pignon sur rue. Ça probablement, mais je veux dire, le nom d'une personne qui pourrait être considérée comme légitime, je pense évidemment à Claude Allègre, qui auparavant était probablement l'un des seuls noms que l'on pouvait aisément citer dans ce domaine-là. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Oui, tout à fait. C'est parce notamment en raison du fait de ce que je vous disais, c'est qu'on ne les voit plus dans les grands médias. Et du coup, le climato-scepticisme ou les propos climato-sceptiques ont migré vers les réseaux sociaux, ce que nous rappelait David Chavalarias tout à l'heure. Et ça a des effets. On l'a mesuré dans notre étude. On voit que les personnes qui déclarent, les Français qui déclarent s'informer régulièrement sur le climat via les médias généralistes, quel que soit le canal strict, que ce soit sur le site internet des grands médias, sur le papier, télé, radio, etc., ont en moyenne une meilleure connaissance du sujet climatique que le reste de la population. Au contraire, les gens qui déclarent s'informer davantage sur le climat via les réseaux sociaux ont de moins bonnes connaissances que le reste de la population sur les questions climatiques. Ce que ça indique, en réalité, c'est que les réseaux sociaux désinforment activement sur ce sujet climatique. Et ça peut paraître surprenant. Du moins, j'ai été surpris par la force de ce résultat dans notre étude, parce que sur les réseaux sociaux, évidemment qu'on trouve le pire, mais on trouve aussi le meilleur. On peut suivre le compte Twitter, par exemple, de Valérie Masson-Delmotte, qui est une grande climatologue française, membre du GIEC, etc. Mais comme le disait David Chavalarias, il existe des gens qui diffusent ou qui relaient des propos erronés, approximatifs ou carrément climato-sceptiques sur le sujet. Et ça, cette fréquence relative de désinformation ou de mésinformation sur les réseaux sociaux suffit à faire que les gens qui s'y trouvent acquièrent des connaissances qui sont moins bonnes sur le sujet que s'ils s'informent sur d'autres canaux.
David Chavalarias. Oui, alors ce qu'il faut rajouter peut-être, c'est qu'aussi la question du changement climatique est aussi liée sur les réseaux sociaux à des questions beaucoup plus larges, un peu de lutte d'influence, qu'elles soient politiques, idéologiques, économiques, parfois géostratégiques. Et donc on a vu, nous on a des observatoires qui courent sur 5 ans maintenant. Et on a vu comment la question climatique a pu être récupérée par exemple, des mouvements qui avant essayaient de faire de l'antisystème à travers le Covid ou de l'antisystème à travers la guerre en Ukraine et qui maintenant essaient de faire de l'antisystème à travers le réchauffement climatique en disant c'est un nouveau moyen de contrôler les populations. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les discours climato-sceptiques sur les réseaux sociaux souvent ne sont pas prononcés par des gens qui veulent s'engager au niveau vraiment de la question du climat ou de la vérité sur le climat, mais qui sont dans une lutte plus large d'influence générique et généralisée, soit politique, soit économique, soit géostratégique. Mais alors, justement, si on essaie de comprendre David Chavalarias, puisque on a l'impression, mais c'est très empirique comme sensation, c'est une intuition qu'il y a effectivement un certain nombre de minorités actives qui empruntent des discours du covido-scepticisme à la question donc de l'Ukraine. Sont-ce les mêmes personnes? Est-ce que ce sont les mêmes méthodes? Bref, on a du mal à suivre les personnes qui agitent ce type d'argument. Votre point de vue? Alors, il y a effectivement un cœur de comptes actifs qui se mobilisent sur ces différents sujets. Souvent, c'est pour donc créer de la défiance de manière générique envers soit les gouvernements, soit les scientifiques, soit les journalistes, et qu'on va retrouver agir soit sur le front ukrainien, soit sur le front du Covid, soit sur le front du climat. Ces acteurs donc sont un petit peu transversaux et on va dire que leur but, c'est un petit peu de semer la division ou de déstabiliser des systèmes, et en fait leur action est synchronisée ou converge avec d'autres acteurs qui, eux, ont par exemple des intérêts industriels ou d'autres intérêts politiques de politique locale. Et donc tout ça, mais ce qu'il y a, c'est que comme en ligne, on est sur un environnement mondialisé, eh bien c'est très facile pour ces acteurs de se rassembler ou en tout cas d'aller dans le même sens et d'avoir un réel impact sur l'opinion. Mais alors, est-ce que ça veut dire, Laurent Cordonnier, que ces personnes ont, disons, une attitude fonctionnaliste vis-à-vis de ces différents arguments? C'est-à-dire que finalement, leur but, c'est de déstabiliser ce qu'ils considèrent comme étant le système, et donc ils empruntent n'importe quel argument, qu'il s'agisse du Covid, de l'Ukraine ou du réchauffement climatique, ou bien est-ce que ce sont des personnes qui ont des convictions, puisqu'on a le droit aussi d'avoir des convictions, c'est-à-dire de penser que les Russes, que Vladimir Poutine défend la paix, que le Covid est une invention, ou que sais-je encore? Il y a la possibilité d'être sincèrement convaincu par ces différentes assertions. Oui, tout à fait. Il y a probablement des convaincus purs et durs. Et en fait, on retrouve toute une galaxie de motivations derrière ces attitudes. Ça peut être, comme l'a rappelé David Chavalarias, des intérêts économiques au sens fort, des grandes firmes qui désinforment activement. Voilà, ça s'est vu dans l'histoire. La logique de l'intérêt, on la comprend. Absolument. Mais ce qu'il faut vraiment souligner, c'est que, et ce qu'indiquait David aussi, c'est l'apparition d'un discours complotiste sur le climat. Et ça, c'est ce qui rejoint ce discours sur le climat nouveau, d'autres aspects. Ce complotisme est relativement nouveau dans sa forme, et en effet, on va le retrouver. Il repose sur quoi, ce complotisme, Laurent Cordonnier? Il repose sur des éléments de défiance ou des stratégies politiques, par exemple, de certains acteurs politiques en France qui ont intérêt, pour ne pas le nommer, Philippot, par exemple, qui surfe sur cette vague-là, qui se fait un fonds de commerce sur le complotisme covidiste, sur le complotisme climatique à présent. On a vu des expressions apparaître sur les réseaux sociaux comme « passe climatique ». Cette idée qu'après le pass sanitaire, qui aurait été là, d'après les complotistes, uniquement pour réduire nos libertés et non pas pour lutter contre un virus qui n'existait pas selon eux, adviendrait un pass climatique qui nous empêcherait, qui imposerait des couvre-feux, ce genre de choses au nom du climat. Et donc tout ça, c'est dans une logique de déstabilisation du fonctionnement des institutions, de délégitimation des oppositions politiques ou du gouvernement en l'occurrence, dans un but de propagande politique assez classique. Ce qui veut dire que finalement le complotisme, c'est devenu une forme
quasiment une sorte d'étiquette politique indépendamment du contenu du complot. On peut être complotiste aussi bien sur l'Ukraine que sur le Covid ou sur le réchauffement climatique. Peu importe finalement les arguments invoqués, ce qui est important, c'est de considérer que le gouvernement ment, qu'il y a un parti des médias qui distille une information unique. Absolument, et ça, toute la recherche internationale sur le complotisme le montre. En réalité, le premier facteur de prédiction d'adhésion à une théorie du complot donnée, c'est le fait d'adhérer à d'autres théories du complot. En quelque sorte, une fois qu'on a une forme de disposition à la mentalité complotiste, qui est mesurée par des échelles standardisées en psychologie, on va accepter toutes sortes de théories du complot, y compris quand elles sont incohérentes entre elles ou auto-contradictoires. Ça ne pose aucun problème. Bon, il y a des études célèbres aux États-Unis qui montraient que les gens qui croyaient que Lady Diana avait été assassinée étaient aussi ceux qui croyaient que Lady Diana était encore en vie cachée sur une île. Donc à un moment, soit elle a été assassinée, soit elle est encore en vie. Mais ça, c'est un peu anecdotique, mais le fait de croire à une théorie du complot donnée avec un narratif particulier est corrélé au fait de croire à d'autres théories du complot. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans l'étude qu'on vient de publier, ce qu'on montre, c'est que les gens qui obtiennent des scores plus élevés sur une échelle standardisée de sensibilité aux thèses complotistes sont aussi moins disposés à agir en faveur du climat. Donc on voit que cette disposition à adhérer à des théories du complot, en l'occurrence pas axée sur le climat, mais cette disposition générique à adhérer à des théories du complot a des effets sur les dispositions à l'action, en l'occurrence des effets négatifs, parce que les personnes qui sont plus complotistes sont moins disposées à prendre des actions en faveur du climat. Ce qui veut dire qu'effectivement, il n'y a pas de véritable incitation à le faire. Et pour autant, Laurent Cordonnier, on ne voit pas le lien qu'il y a entre le refus du vaccin et le fait de considérer que Vladimir Poutine est un militant de la paix. Vous l'aviez un peu indiqué, le lien, c'est le refus de ce que les complotistes appellent le discours officiel, le narratif officiel, qui est porté par les médias. Donc c'est un refus des médias, c'est un refus des élites, des autorités. Mais pour autant, il y a dans le système, alors c'est très large, il y a une gamme d'opinions très variables. Par exemple, sur la guerre en Ukraine, il n'y a pas véritablement de consensus. Non, il n'y a pas de consensus sur cette question-là, mais quand il n'y a pas de consensus officiel, les complotistes en créent un pour pouvoir l'attaquer. Donc, ils réussissent finalement à en construire un ou en reconstruire un. Votre étude information et engagement climatique est publiée par la Fondation Descartes. Laurent Cordonnier, David Chavalarias, on peut lire de vous Toxic Data, comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions. C'est aux éditions Flammarion. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. On va voir comment la désinformation et les biais cognitifs parviennent à repousser certaines échéances qu'on pourrait considérer comme urgentes, telles que la lutte contre le réchauffement climatique, alors que cette COP15 semble ne pas véritablement en trouver aujourd'hui d'issue favorable. 8h sur France Culture. Sur les réseaux sociaux, on trouve des comptes sceptiques sur le changement climatique. Pire encore, on en trouve de très actifs pour nier sa réalité. Cartographie, des débats très politiques sur cette question ce matin en compagnie du mathématicien David Chavalarias. On vous doit notamment Toxic Data, comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions aux éditions Flammarion. Et puis Laurent Cordonnier, sociologue. Vous êtes également directeur de la recherche de la Fondation Descartes, laquelle fondation vient de publier une étude intitulée Information et engagement climatique. On a parlé de Twitter dans les actualités il y a quelques minutes. Laurent Cordonnier, c'est désormais chose assez habituelle depuis que le réseau social a été racheté par Elon Musk. Celui-ci a changé un certain nombre de règles de fonctionnement, accueilli à nouveau des comptes qui étaient bannis et puis tenté d'isoler, c'est ce que l'on vient d'évoquer, Twitter des autres réseaux sociaux. Quel peut être le devenir de Twitter dans ce contexte-là, puisque Twitter pèse d'un poids particulier dans les opérations de désinformation que vous évoquiez? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on constate de manière générale, c'est que les réseaux sociaux sont devenus le lieu du débat public et du débat démocratique dans nos pays et qu'on a en quelque sorte délégué la gestion de ces lieux-là à des acteurs privés.
les personnes qui possèdent ces réseaux sociaux. Et avec l'affaire Twitter, là, on est en train de voir ce que ça peut donner. Des décisions peuvent être prises sur un coup de tête par un dirigeant qui tout à coup décide de restreindre telle parole ou de favoriser telle autre parole. Ce qu'on constate en tout cas de manière aussi un peu plus générale, c'est que la désinformation climatique est présente sur les réseaux sociaux et que Twitter est un des lieux où elle circule, mais peut-être pas le pire. On a beaucoup de réseaux sociaux qui passent un peu sous notre ligne d'attention. Je pense à TikTok. NewsGuard, par exemple, vient de publier une étude qui montre que 20% des contenus sur toutes sortes de sujets d'actualité brûlants sont de la désinformation, donc de contenu, de vidéos, parce que c'est des petites vidéos qui sont postées. On ne penserait pas que TikTok est un canal de désinformation, et pourtant, c'est un canal de désinformation d'autant plus problématique qu'il s'adresse à un public très jeune. À de jeunes adultes ou à des adolescents carrément. Et le problème, c'est que le fonctionnement même de ce moteur de recherche incite à chercher des éléments de désinformation, par exemple. Pourquoi ? Quand on fait une recherche, c'est ce que montre l'étude. Parce que TikTok, il faut peut-être le rappeler d'ailleurs aux auditeurs qui ne seraient pas coutumiers de ce réseau social, ce sont plutôt des vidéos. Tout à fait, des courtes vidéos. Et quand on fait une recherche sur un sujet sur TikTok, la requête est complétée automatiquement pour proposer, comme on le voit sur Google par exemple. Et les propositions que fait TikTok poussent vers des vidéos sur des sujets ou des traitements du sujet polémiques. Et du coup, ça va favoriser la désinformation sur toutes sortes de sujets importants. Qu'en pensez-vous, David Chavalarias ? Je pense que l'on prend effectivement mal la mesure de l'influence des réseaux sociaux sur la formation d'opinion d'une partie de la population. C'est évidemment pas toute la population, mais une partie importante. Et que des réseaux comme autant Twitter, que TikTok, que Facebook sont des lieux où soit des acteurs arrivent en fait à fédérer des communautés assez larges et à les entraîner dans des directions qui souvent sont contraires à ce que dirait la science, soit même l'infrastructure même du réseau, c'est-à-dire les algorithmes de recommandation, font que on va profiter pour des biais cognitifs des gens et on va les enfermer en fait dans des sortes de bulles informationnelles. Pour le réseau social, en général, c'est pour des raisons économiques, et pour les acteurs qui utilisent en fait, instrumentalisent ces réseaux sociaux, c'est pour garder de l'influence sociale. Et par rapport à TikTok, il faut rappeler quand même que TikTok a été nommé un danger pour la sécurité nationale aux États-Unis parce que la maison mère de TikTok est en Chine et que TikTok est piloté d'une certaine manière par le Parti communiste chinois dont il reçoit une centaine de recommandations par jour, et que ce genre de réseaux, comme peut-être maintenant Twitter d'ailleurs, deviennent des instruments vraiment politiques qui servent à orienter les opinions et à générer notamment de la désinformation. Comme Twitter, ça veut dire quoi depuis que le réseau social a été racheté par Elon Musk ? Si vous voulez, Elon Musk ne s'en cache pas, hein, c'est quelqu'un qui est assez proche de l'extrême droite américaine, qui a un agenda politique très clair qui est de supprimer ce qu'il appelle les leftistes, les gauchistes de l'Internet. Et avant d'avoir banni des journalistes célèbres là, du Washington Post, New York Times, etc. ces derniers jours, il avait déjà commencé par bannir des activistes dit de gauche, et donc une de ses motivations dans le rachat de Twitter, il ne s'en cache pas non plus, hein, c'est de mener une sorte de guerre culturelle contre ce qu'il appelle le wokisme, le gauchisme, etc. Donc là, vous avez un acteur privé qui juste rachète un réseau d'influence pour des fins idéologiques. Mais est-ce qu'il n'est pas envisageable, David Chavalarias, dans ce contexte-là, d'imaginer que Twitter puisse devenir une sorte de grande bulle informationnelle où il y aurait des individus qui seraient en grande partie d'accord entre eux, ou alors en désaccord, mais disons dans leur manière de mener les débats avec une semblable férocité ou une semblable volonté de faire de la polémique, si bien que tout cela finalement ne rejaillirait pas complètement sur le monde réel. Alors, alors c'est possible que Twitter dérive vers une espèce d'énorme bulle informationnelle orientée sur les théories. Voilà, des choses un peu fantaisistes, vous voyez, une sorte d'évolution comme ça. Mais en fait,
Tout à fait, mais penser que ça n'aura pas d'impact sur le réel, ça en aura forcément. Il y en a déjà actuellement, alors qu'il est c'est un réseau assez divers. C'est-à-dire à partir du moment où vous donnez la possibilité à des personnes de manière très très large de se coordonner sur des thèmes, il y a un impact, quels que soient les thèmes, hein, et d'ailleurs souvent pour le plus grand bien. Mais si là vous arrivez à capter et rendre captifs d'ailleurs les utilisateurs contre leur volonté, puisque tous les algorithmes de recommandation sont assez imperceptibles, c'est assez opaque ce qui se passe, eh bien vous avez la possibilité du coup d'orienter des actions collectives, comme ça c'est déjà vu sur plusieurs actions, notamment au niveau de l'élection américaine de Donald Trump. Donc il aura forcément un impact sur la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Cordonnier ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. En réalité, souvent, on a tendance à dire la désinformation sur les réseaux sociaux, sur Internet en général, est minoritaire en volume. C'est vrai, c'est très vrai. Il ne faut pas non plus voir le problème sous un angle complètement biaisé. La désinformation est minoritaire en exposition. Les gens s'informent davantage, et c'est une étude qu'on a publiée à la Fondation Descartes l'année passée, les Français s'informent davantage sur des sites fiables quand ils s'informent sur Internet que sur des sites de désinformation, et très largement plus. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un peu de désinformation qui adressée notamment à certains types de population peut tout à fait avoir des effets spectaculaires. Il n'y a pas de linéarité entre le volume d'une cause et de son effet. On peut avoir de petits effets qui donnent de grandes causes. Rappelez-vous de la prise du Capitole aux États-Unis, où la désinformation sur la légitimité du scrutin qui circulait a suffi à faire en sorte ou à provoquer le fait que la démocratie américaine tremble un peu. Pour le Covid, ça a été la même chose. En France, on a eu si vous prenez le volume d'informations auxquelles ont été confrontés les Français, d'informations correctes, fiables sur le Covid, ce volume dépasse de très loin celui de la désinformation. Néanmoins, on a vu des centres de vaccination se faire attaquer. Il a fallu recourir à des formes de contraintes pour que la population se vaccine. Contre le Covid. Donc, ce qu'on constate, c'est que cette désinformation, comme le rappelait David Chavalarias, a bel et bien des effets dans le monde réel. Aujourd'hui, il y a des gens qui essayent de nier un peu ça en disant on en a trop fait. Peut-être qu'on en a un peu trop fait, mais il faut en tout cas regarder et bien prendre conscience des effets réels que ça peut avoir. Mais Laurent Cordonnier, aujourd'hui, les résultats définitifs de la COP15 ne sont pas connus, mais il semblerait que ceci soit plutôt timide, insatisfaisant. Il y a de multiples raisons pour lesquelles la lutte contre le réchauffement climatique ou bien cet accord sur la COP15 soit difficile à trouver, parce que cela gêne nos habitudes, parce que cela imposerait de grands investissements, parce qu'on ne fait pas de la politique au futur. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Bref, tous ces éléments, ils peuvent peser autant, voire plus que, par exemple, les climato-sceptiques qui, on l'évoquait dans la première partie, sont aujourd'hui démunis d'un grand nom, même si les grands noms d'hier, Claude Allègre, n'étaient pas forcément des scientifiques connus sur ce domaine-là. En tout cas, ils avaient accès aux grands médias, ils avaient une voix qui porte. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Bref, est-ce que la timidité de nos réactions par rapport au réchauffement climatique ou à la crise écologique ne peut pas être liée à d'autres facteurs? Absolument, on est vraiment dans des processus multifactoriels. Il ne faudrait pas réduire ça à un problème d'information du public, mais il ne faut pas non plus nier l'importance que ça a. Dans l'étude, nous montrons notamment que le premier facteur d'acceptation par la population française de mesures contraignantes en faveur du climat, comme des taxes carbone, etc., c'est le fait que les Français les jugent efficaces pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors ça paraît presque un truisme, mais c'en est pas un, parce que si vous parvenez avec un peu de désinformation à faire croire à une partie de la population que les mesures qui sont imaginées au niveau européen, par exemple, pour diminuer l'impact carbone de nos pays, ne marchent pas, que ça sert à rien, contrairement aux faits, eh bien, vous allez pouvoir diminuer très massivement la volonté des individus d'accepter ces mesures-là. Et on est dans des démocraties, fort heureusement, ce qui fait que, évidemment, si une population est très opposée à certaines mesures, ça va décourager les hommes et les femmes politiques de porter ces mesures, de les mettre à leur programme politique ou de s'en réclamer. Et donc là, on voit très bien que par effet de rebond, la désinformation ou la mésinformation sur des sujets aussi complexes que le sujet climatique peuvent tout à fait avoir des effets paralysants sur l'action politique. David Chavalarias. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Et ce que l'on voit justement, c'est que les actions coordonnées sur les réseaux sociaux, donc on a pu qualifier leur inauthenticité,
vise à semer ce doute, vise à montrer sur des exemples qui sont vraiment très spécifiques que le changement climatique n'existe pas ou qu'il est instrumentalisé, etc. Alors même que ces acteurs qui sont en nombre assez restreint au final, mais qui arrivent à avoir une audience assez large, ont eux-mêmes un certain agenda politique ou idéologique. Mais alors, même chose, David Chavalarias, par rapport à ce que j'évoquais avec Laurent Cordonnier. Il y a une difficulté à faire de la politique au futur. On a toujours tendance à procrastiner, surtout lorsque les décisions sont difficiles à prendre. Et donc cet été, par exemple, il faisait très chaud, alors il y a eu une prise de conscience. Là, maintenant, il fait très froid, donc peut-être que cette prise de conscience va diminuer. Bref, il y a toute une série de raisons qui montrent que, finalement, ces mesures contraignantes, elles sont difficiles à prendre parce qu'elles sont contraignantes. Oui, tout à fait. En fait, on est devant un problème sociétal majeur qui a un impact sur le long terme et dont les décisions à prendre sont très difficiles, notamment parce les effets vont être très décalés dans le temps. Maintenant, on parle de en gros une dizaine ou 2 dizaines d'années pour les effets sur les actions qu'on va prendre maintenant. Et donc, dans ces cas-là, on sait bien que d'un point de vue cognitif, il est très difficile de se persuader qu'effectivement, il faut maintenant se priver de, par exemple, prendre des avions longue distance ou de trop chauffer son appartement pour quelque chose qu'on verra éventuellement dans 20 ans. Et c'est pour ça que, sur tous ces sujets-là, arriver à semer le doute au sein de la population sur l'efficacité de ces mesures est terriblement efficace, parce que quand vous doutez, eh bien, vous êtes bien moins enclin à prendre des mesures qui vont un petit peu contre votre confort. Et c'est ce doute-là qui arrive à bien se propager sur les réseaux sociaux. Et ce qui est important aussi de voir par rapport à ce dont on disait tout à l'heure sur l'impact sur la réalité, c'est que, bien sûr, il suffit de quelques pourcents en fait, de la population. Si vous avez 1% de la population française qui est radicalisée et très convaincue que le réchauffement climatique n'existe pas et qu'il faut manifester contre une sorte de dictature, ça fait quand même quelques centaines de milliers de personnes qui vont être dans la rue. Et c'est ce que l'on a vu par exemple avec le Covid. Et là, le réchauffement climatique est un thème qui est central pour l'avenir de la société et même de l'humanité. Et on voit bien qu'il peut être facilement récupéré par des personnes qui veulent en faire un thème polémique. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça, Laurent Cordonnier ? Est-ce qu'il est possible de convaincre ces personnes que le réchauffement climatique est une réalité ? Est-ce qu'elles le savent et finalement font un saut de mauvaise foi ? C'est toujours étonnant de voir notamment des personnes qui ont pris la tête du mouvement anti-vax utiliser différents arguments, parfois contradictoires, comme vous l'évoquiez. On se demande si ceux-ci sont sincères ou si leur seul objectif, c'est finalement une volonté un peu nihiliste de déstabiliser la société. Bon, je pense qu'il y aura toujours une partie de la population qui ne sera pas convaincue et qui ne voudra pas être convaincue. Aujourd'hui, heureusement, en France, on a un peu dépassé ce stade-là parce qu'on est dans une forme de situation où on a vraiment l'impression, et notre étude le montre, que les Français ont dit « OK ». Dans leur ensemble, ils disent « OK, on a compris, il y a un problème, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Ça se traduit notamment par le fait que les Français sont très demandeurs dans le journalisme de solutions, mais peut-être qu'on y reviendra sur les questions climatiques. Et donc, pour parvenir à agir maintenant, il va falloir que les dirigeants prennent aussi les choses en main, non seulement en designant ou en mettant en place des mesures, mais surtout en démontrant leur efficacité aux Français. Il faut que les dirigeants soient capables, et pas seulement aux Français, les dirigeants européens soient capables de démontrer que ce qu'ils veulent mettre en place pour lutter contre le dérèglement climatique est efficace. Je le rappelle, notre étude montre que l'évaluation de l'efficacité d'une mesure climatique contraignante est le premier facteur d'acceptation de cette mesure par la population. Si les gens jugent que c'est efficace, ils vont l'accepter. Et donc, cette démonstration doit être faite. En d'autres termes, la désinformation, c'est un aspect du problème. L'autre aspect, c'est l'information. Il faut que l'information qui soit communiquée soit de qualité, soit solide, soit... Aujourd'hui, on est en dessous de ce qu'il faudrait faire. Je voudrais juste donner un exemple, celui des gilets jaunes. Rappelez-vous, les gilets jaunes, ça débute avec l'introduction d'une taxe carbone sur les carburants. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres, on va dire. Et à l'époque, on n'a eu aucune information, aucune tentative de démonstration de l'efficacité de cette taxe carbone en faveur du climat. Donc c'est vécu comme une violence faite aux
surtout aux gens les plus modestes, c'est vécu comme une violence qui leur est faite sans qu'on leur explique et sans qu'on explique à personne en quoi ça va marcher. Quelle quantité de CO2 ça va permettre de réduire, sur quel élément on se base pour le dire. Donc il n'y avait pas de pédagogie, c'est ça que vous voulez dire? Je déteste le terme pédagogie parce que les gens ne sont pas des enfants. Non, mais par contre, on peut tous vouloir apprendre. Oui, bien sûr. Non, mais au-delà de ce problème de terme, en tout cas, il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas de démonstration de l'efficacité, du moins pas de façon suffisante. Il faut emporter la conviction de la population. Dans une démocratie, il ne suffit pas d'imposer les choses, il faut emporter la conviction, d'autant plus que là, on voit bien que la population est disposée, elle attend quelque chose. Mais vous voyez bien aussi, Laurent Cordonnier, que ce journalisme de solution, s'il consiste justement à évoquer des méthodes, par exemple, pour répondre à cette crise climatique, il se heurte au fait que ces questions sont complexes, que les experts ne sont pas d'accord entre eux. Si vous prenez une question comme l'hydrogène, par exemple, il est difficile d'avoir un point de vue éclairé sur l'hydrogène avec des points de vue qui sont parfois contradictoires. Non, vous avez tout à fait raison. Et c'est là qu'il va falloir probablement que les médias dans l'ensemble augmentent leurs standards sur ces questions-là. C'est déjà en cours. Il y a toutes sortes d'initiatives qui sont en cours, par exemple à Radio France, avec le tournant environnemental qui vise à former les journalistes et l'ensemble des rédactions aux questions climatiques, parce que c'est des questions qui vont concerner tous les domaines, économiques, sociaux, etc., et pas seulement scientifiques. Mais en tout cas, il va falloir augmenter la complexité aussi de ce qui est présenté à la population. Et la population est armée pour gérer cette complexité. Il faut simplement qu'elle lui soit présentée de façon sérieuse, de façon articulée, de façon réfléchie. Sur beaucoup de questions, il existe des consensus plus ou moins forts. Sur d'autres, il n'en existe pas. À ce moment-là, il faudra présenter les arguments scientifiques et les éléments de connaissance qui vont dans un sens ou dans un autre. Et peut-être, juste encore une chose, sur les intervenants que l'on fait venir pour discuter des aspects techniques et scientifiques du climat. On entend beaucoup, et c'était encore le cas dans le journal tout à l'heure ici même, on entend beaucoup intervenir les représentants d'ONG, d'associations, etc. Peut-être, mais pourquoi n'entend-on pas plus les scientifiques eux-mêmes sur ces questions-là ? Pour commenter un rapport du GIEC, comment se fait-il qu'il faille faire venir les représentants d'ONG qui sont pas forcément vus par l'ensemble de la population comme étant très fiables, et pourquoi on ne peut pas faire venir des chercheurs du GIEC sur le plateau? Il en existe des très bons en France. Valérie Masson-Delmotte est souvent sur l'antenne, par exemple. Et on constate d'ailleurs, on avait fait une étude à la Fondation qui montrait que, en effet, les scientifiques étaient de plus en plus présents. Donc je pense que vraiment ce mouvement, cette transformation est en train de se faire dans les médias en France. C'est très positif, et moi ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je me dis que dès lors qu'on va pouvoir informer la population, démontrer l'efficacité de certaines mesures, on va pouvoir aller de l'avant. David Chavalarias, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faudrait plus de scientifiques? Il y a aussi une attitude qui est parfois assez paradoxale de la part de la population, qui reproche aux journalistes, alors c'est toujours compliqué de dire les journalistes, mais qui reproche une certaine forme de pessimisme, et qui considère qu'aujourd'hui, écouter les informations, pas seulement avec le réchauffement climatique, d'ailleurs c'est un exercice qui est extrêmement déprimant. Alors, je ne peux pas être contre le fait qu'il y ait plus de scientifiques dans les médias. C'est-à-dire que je pense que la parole des scientifiques est importante pour comprendre les enjeux, notamment sur un problème aussi complexe que le changement climatique, et surtout aussi comprendre qu'il y a effectivement des solutions, que aussi les mesures que l'on doit prendre ne sont pas forcément des mesures punitives, qu'il y a plein de manières de prendre des mesures contre le changement climatique qui peuvent être même heureuses. Donc oui, tout à fait. Je pense qu'il faut plus de science dans l'espace médiatique. Et aussi, peut-être aussi prendre du recul, et c'est ce qu'on essaie de faire avec ces outils climatoscope et politoscope, c'est-à-dire montrer comment s'organise la circulation de l'information de manière générale, et montrer qu'il n'y a pas du tout deux camps équilibrés, par exemple sur le climat. Effectivement, le consensus du GIEC est très largement majoritaire, et que de l'autre côté, il y a une organisation de la circulation d'informations qui souvent est inauthentique et qui cherche à tromper. Et donc, quand on prend conscience aussi de cette chose-là, qu'on cherche un petit peu à nous duper sur certains sujets, on est plus critique et plus enclin peut-être à adhérer au vrai consensus scientifique, on va dire.
Et la question du pessimisme, Laurent Cordonnier, cette vision un peu apocalyptique des choses qui, bien souvent, est reprochée aussi aux journalistes. On considère que la peur est, sinon notre métier, mais en tout cas, l'une des conséquences de l'exercice de ce métier. Oui, tout à fait. Alors, quand on fait, dans notre étude, c'est ce qu'on a fait, quand on demande aux Français ce qu'ils pensent du traitement médiatique du climat, comme je vous l'avais déjà indiqué, la première demande ou le premier reproche qui est fait, c'est qu'il n'est pas assez orienté vers les solutions. Bon. Mais la question anxiogène, de savoir si le traitement médiatique est trop anxiogène, ça arrive en dernier de notre liste de critiques possibles. Donc, ce n'est pas tellement un sujet pour les Français. Et si on veut pousser un peu cette analyse, on observe qu'en réalité, la peur est un moteur à l'action. Les Français qui disent avoir le plus peur du dérèglement climatique sont ceux qui sont le plus disposés à agir et à accepter des mesures contraignantes en faveur du climat. Mais attention, il ne faut pas que cette peur se mue en défaitisme. Parce que dès lors que c'est le cas, et à nouveau on le montre dans notre étude, dès lors que c'est le cas, le défaitisme paralyse complètement. Il n'y a plus d'envie d'action. Le défaitisme, c'est quoi? C'est se dire c'est foutu, ça ne sert plus à rien d'agir. Bon. Mais par contre... C'est quoi ce que l'on pourrait rapprocher par exemple d'une position, celle des collapsologistes? Non, c'est ceux qui se disent pour le climat, il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Et en effet, peut-être que la manière dont on a parlé du sujet climatique a pu inciter cette position défaitiste. On a tendance à oublier que toute action ou tout gramme de CO2 qui n'est pas relâché aura un impact positif de ne pas avoir été émis. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le GIEC, c'est qu'il n'y a pas de petits efforts inutiles. Chaque effort est utile. Et que si on peut se dire, il n'y a pas de c'est foutu, parce que ça peut toujours être pire en réalité que ce qui nous attend. C'est ça qu'il faut se dire. Bon, ça paraît pas très optimiste comme ça, mais ça permet peut-être de redonner l'action. Je peux faire en sorte que ce soit un peu moins pire par mes actions et aussi par mes attitudes à l'égard de mesures contraignantes. Merci Laurent Cordonnier. Je renvoie donc à votre étude publiée donc par la Fondation Descartes Information et Engagement Climatique. Merci David Chavalarias. Toxic Data, comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions. C'est le livre que vous avez publié aux éditions Flammarion.